les titres de ce journal, la course à l'accès universel à l'électricité d'ici à 2030, lancée au Togo, le pays mise sur les énergies propres et durables. Le chef de l'État a lancé hier le projet CISO pour apporter l'électricité à 2 millions de Togolais. Pour la préservation de la vie, de l'environnement et autres richesses, il faut lutter chacun à son niveau contre les feux de brousse. Le ministre de l'Environnement était hier à Gléy. Il a rappelé aux communautés leur rôle important. L'information sur le sida à bout de doigts. Depuis fin novembre dernier au Togo, une plateforme est mise en place sur Internet pour échanger entre les jeunes en quête d'informations fiables et des experts. On verra comment ça marche dans ce journal. Et puis Singaring, la fête traditionnelle de la Bina, c'était ce week-end. Le ministre Lorenzo, en charge de la culture, y a représenté le chef de l'État. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Que la lumière soit vœu du chef de l'État pour les populations rurales et tous ces autres Togolais estimés à 2 tiers de la population qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Et la lumière fut hier à Vagomé, dans la préfecture de Logou, à 175 km au nord de Lomé. Premier déploiement de systèmes solaires domestiques comptant pour le projet CISO est lancé personnellement par Fornia Singbe hier et qui devrait toucher 2 millions de Togolais sur tout le territoire. Qu'est-ce qu'en fait que cette initiative CISO? Élément de réponse dans ce dossier de Joseph Amégan. L'initiative présidentielle d'électrification rurale par kit solaire individuel dénommée CISO entre dans sa phase opérationnelle avec le démarrage officiel des activités de la société Bibox au Togo. Le lancement officiel a donc été fait par le président de la République Faure Essozman Gnassingbé ce samedi 2 décembre 2017 à Hawagomé dans la préfecture de Logou. Bibox, un des leaders mondiaux de l'électrification solaire décentralisée, va ainsi offrir désormais aux populations rurales togolaises des kits solaires individuels leur permettant de disposer d'une électricité de qualité à moindre coût. Bibox Capital Togo, première filiale en Afrique de l'Ouest de la société Bibox, s'inscrit ainsi pleinement dans la réalisation de l'initiative présidentielle CISO qui vise l'accès à l'électricité à plus de 2 millions de Togolais au cours des 5 prochaines années. C'est le premier opérateur de kits solaires à lancer ses activités dans le contexte de CISO et il devrait être suivi dans les mois à venir par d'autres opérateurs grâce à un environnement favorable d'investissement créé par le gouvernement togolais. La mise en œuvre de l'initiative CISO mobilisera un investissement total de plus de 68 milliards de francs CFA sur 5 ans et sera essentiellement financée par des capitaux privés. Elle induira la création de près de 9 000 emplois, dont 5 000 emplois directs et 4 000 indirects sur les 5 prochaines années. Pour réaliser ce projet présidentiel, l'État togolais a créé les conditions favorables à l'investissement privé en développant un réseau national d'agents de distribution de monnaie électronique pour la poste et la création de 5 académies solaires régionales pour la formation de 2500 techniciens. Le gouvernement verra ainsi à la qualité des produits à travers un mécanisme de suivi à distance des kits solaires individuels. Enfin, l'État togolais apportera un appui aux ménages les plus démunis. Outre l'accroissement notable du taux d'électrification rurale qui devrait passer de 7% à plus de 40% en 5 ans, l'initiative présidentielle CISO favorisera l'adoption massive des paiements mobiles dans les zones rurales avec pour conséquence l'inclusion financière des populations. Par cette initiative, le président de la République réaffirme sa volonté d'assurer le mieux-être des Togolais et confirme son engagement pour un accès universel à l'électricité d'ici à 2030. L'initiative CISO, grâce à son approche novatrice, centrée sur le secteur privé, a déjà reçu le soutien de la Banque africaine de développement, de l'Union togolaise de banques ainsi que du Fonds CARI, et des discussions sont en cours pour l'accompagnement d'autres partenaires au développement.
Et dans le domaine des infrastructures routières, aussi les travaux ne s'arrêtent. Dans l'Est Mono, le pont d'Alimonji et la piste de 10 km reliant Niamassila à Elavagnon seront bientôt opérationnels et dans les délais prévus. Le ministre Ninsa Oignon Femme y est allé faire le constat. Il était accompagné par une équipe de la TVT. Voyons avec Gérard Lagouzou. La sortie du ministre des Infrastructures et des Transports l'a conduit sur ce chantier de construction d'un pont de 120 mètres à Alimodji sur le fleuve Mono et de réhabilitation de la piste d'accès de 10 km reliant Niamassila à Elavagnon dans la préfecture de l'Est Mono. Ici, les travaux ont été lancés le 26 janvier 2017 par le chef de l'État, Foreso Zimna Nyasingbe, dans sa volonté de doter toutes les communautés du Togo d'infrastructures socio-économiques de base. Le délai d'exécution est d'1 an plus 2 mois de prolongation. Le taux d'avancement des travaux est de 73,17%. Pratiquement 90% du pont est achevé. Ça reste que les garde-corps qu'on va commencer à partir de demain. Tous les accessoires sont là. Donc ça reste un travail de maximum 2 semaines. On va achever tout le pont. On va libérer tout le pont pour la population. La piste, ça va aller jusqu'à pratiquement 20 décembre. Parce qu'on va commencer demain le sol ciment. Après, ça va continuer pour le gravillonnage et tout ça. Le ministre des Infrastructures et des Transports a félicité les populations et les autorités locales pour leur collaboration au cours des travaux. Il les a rassurés quant à la livraison des travaux dans un bref délai. Nous voulons, à l'étape actuelle, rassurer la population que nous sommes en train d'aller vers la fin des désagréments que les travaux ont causés. Nous sommes en train d'aller vers la fin de leur souffrance. Parce que il y a 1 an, pour aller à Elavagnon, c'était la Croix et la Bannière. Il fallait parcourir au moins 50 km pour aller à Elavagnon. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la vision du chef de l'État, nous n'avons que 11 km pour rallier Elavagnon à partir de la nationale numéro 1. Donc, ce que nous demandons aux populations, c'est de nous accorder encore quelques semaines de patience pour que définitivement leur calvaire, les souffrances qu'ils ont endurées pendant des années deviennent une histoire. Ces travaux s'inscrivent dans le projet multinational Togo-Burkina Faso. Il s'agit de la réhabilitation des infrastructures pour la facilitation du transport sur le corridor Lomé-Sankase-Ouagadougou. Ce sont des femmes qui partagent les mêmes idéaux politiques. Elles sont venues par centaines de toutes les préfectures du Togo pour acter la formalisation de leur regroupement. Le mouvement des femmes pour unir s'est doté hier à Palimé de dispositifs nécessaires à un meilleur fonctionnement, notamment les textes de la structure et un bureau. Mais voyons d'abord la cérémonie d'ouverture avec Sonia Ameniko et Félix Semdacha. Événement majeur dans la vie du parti Union pour la République. Il s'agit bel et bien de l'entrée sur scène de la branche féminine du parti, le mouvement des femmes de Unir. Une naissance 1 mois après le congrès statutaire du parti Unir, ceci dans la liesse mais aussi la ferveur, signe de l'engagement et de la détermination de ces militantes résolues à porter haut et loin le flambeau et les idéaux de leur parti. Pour la circonstance, quelques 600 délégués représentant toutes les préfectures du pays et au-devant d'elles pour la cérémonie d'ouverture, le représentant du président national du parti, le militant Ferdinand Damadramani. Moment solennel, mais aussi mieux indiqué pour rappeler aux militantes et sympathisants la vision du parti dans lequel elles se sont engagées avec fermeté pour l'épanouissement de la femme. Unir se veut un parti d'inclusion qui porte un message clair et sans équivoque sur la tolérance, la paix sociale et la solidarité, sans lesquelles la vie démocratique ainsi que le développement ne sont pas possibles. La politique que nous mettons en œuvre en faveur de toutes les catégories sociales
est aussi claire, notamment en ce qui concerne l'égalité et l'équité genre. Sur ce dernier point, vous connaissez notre souhait et notre détermination à donner toute la place qui vous revient dans notre société. Aussi, cette rencontre offre l'opportunité à vous les femmes de mieux vous organiser en dotant le mouvement des femmes du parti des instances et des organes pour un travail efficace. C'est ainsi que vous devez saisir le lieu pour échanger et réfléchir sur toutes les questions liées à l'épanouissement de la femme, à son engagement politique, social et économique. Et pour atteindre ce mieux-être partagé par tous, c'est le moment idéal pour passer aux actes concrets selon le représentant du président du parti. Le temps n'est pas au long discours. Votre forte mobilisation constante, qui se confirme une fois de plus ce matin, est pour nous source d'encouragement et d'espoir. Nous avons foi que les femmes sont capables de dépasser toutes les divisions pour se retrouver autour d'un idéal commun. Nous avons foi en votre détermination pour œuvrer toujours plus pour la cohésion au sein de votre mouvement, ainsi qu'au sein du parti. Nous savons que vous ne baisserez jamais les bras devant les difficultés qui ne manqueront pas. Au-delà de la mise en place des instances et des organes chargés de l'animation de votre mouvement, que ce congrès soit véritablement l'occasion pour une prise de conscience du rôle et de la place du choix que vous, les femmes, devez pleinement occuper pour la bonne marche du parti et la bonne marche du pays tout entier. Sur cette exhortation à resserrer les rangs pour la constitution du Togo, les assises ont été officiellement ouvertes pour permettre aux délégués de poursuivre les travaux en commission et procéder par la suite à l'élection du bureau national de la branche féminine du parti UNIR, Union pour la République. Et les travaux en commission ont donc suivi cette cérémonie d'ouverture, étude et adoption des textes et mise en place du bureau national. C'est une équipe de 11 personnes avec à sa tête Lawson de Souza Kayi Raymond. On regarde. Journée marathon pour le mouvement des femmes de UNIR, la branche féminine du parti. Il fallait se doter des textes fondamentaux devant régir à l'avenir leur organisation, mais surtout mettre en place des organes de direction formels et structurés devant animer la vie et coordonner les activités sur le terrain. C'était une exigence du congrès statutaire de UNIR pour une meilleure appropriation et participation de la femme à la vie publique et politique. En une journée, elles l'ont fait. Rédiger en commission et faire amender et adopter les textes par l'Assemblée et pour tout couronner, élire le bureau national du mouvement des femmes de UNIR. Un bureau de 11 membres élus pour 5 ans. Le grand défi du mouvement, c'est le rassemblement des femmes. On a besoin d'être unis, surtout en ce moment où notre pays connaît une crise. On a besoin d'être unis autour d'un seul homme, autour du président de notre parti. Le mouvement agit en concordance avec le parti, mais il y aura des actions spécifiques qui visent notamment les femmes dans notre pays. Parce que nous sommes arrivés à un moment où le président a toujours prôné l'égalité entre hommes et femmes et je pense que les choses vont se mettre en route bientôt. Les défis sont nombreux et requièrent l'engagement et la mobilisation de toutes les femmes pour bâtir la nation dans la paix et la solidarité pour ainsi soutenir la politique d'égalité et d'équité prônée par le président du parti, président de la République, ont reconnu les congressistes. Dans leur motion spéciale, elles ont salué la politique des grands travaux conduite de main de maître par le chef de l'État et l'instauration du climat de dialogue pour l'enracinement de la démocratie et le développement socio-économique. Pour clore les travaux, le militant représentant du président du parti s'est félicité du succès des travaux, ce qui permet dorénavant au parti de soutenir davantage pour affronter avec sérénité les prochaines échéances électorales. Aussi appelle-t-il les délégués élus au sens du travail bien fait pour réussir la mission qui leur est assignée dans l'assiduité et la confiance mutuelle.
Enfin, il a exhorté les femmes à être les messagères du parti et à se consacrer à la bataille du développement harmonieux du Togo dans la paix et la culture du vivre ensemble. Autre information dans ce journal, 45 jours. C'est le temps qu'a duré la première expérimentation des techniques culturelles israéliennes au Togo. L'essai s'est déroulé dans un champ-école de culture maraîchère à Davier. C'est dans la préfecture de Zio et le résultat est plus qu'encourageant. On voit cela avec Augustin Kossi. Il a fallu 45 jours seulement à ces cultures maraîchères de donner leurs prémices. Une première récolte de 76 tonnes de concombres par hectare. C'est un essai de champ-école israélien expérimenté basé sur de nouvelles techniques culturelles et des variétés de semences améliorées performantes. On y découvre des tomates, choux, concombres et épinards. Des variétés de piments togolais sont aussi cultivées. Les pratiques appliquées sont l'irrigation goutte à goutte, la culture en serre et l'engrais soluble. Ces espèces ont été installées du 6 au 9 octobre. Et nous avons les premiers résultats qui concernent le concombre. Ce qui nous donne, rien que pour la première récolte, un rendement de 76 tonnes à l'hectare. Or, cette récolte va durer 3 mois. Donc, pour ce qui concerne le chou et la tomate, nous avons d'abord fait une pépinière et après nous avons fait le repiquage. Mais pour le concombre, il y a une partie, il y a 2 planches pour lesquelles nous avons également fait une pépinière qui a duré 2 semaines. Et après 2 semaines, nous avons fait le repiquage et au 39e jour, nous avons commencé les récoltes. Le potentiel de production attendu est de 150 tonnes par hectare. Du semis à la récolte, l'Institut togolais de recherche agronomique rassure qu'attend la performance du nouveau système expérimenté. Cette étude s'inscrit parfaitement dans la stratégie de relance accélérée de la production et la création des emplois. Ce qui va lui permettre de sécuriser la production, de cultiver en tout moment, sur tout le long de l'année. Il pourra aussi avoir des variétés plus productives, donc il va multiplier par 3 ou 4 ses rendements. L'ambition est de certifier ces nouvelles technologies au Togo, les mettre à la disposition des maraîchers pour optimiser leur production et lutter contre l'insécurité alimentaire. Et pour une meilleure productivité et une meilleure qualité de riz, on adopte aussi l'approche Smart Valley. Et une composante de cette approche, c'est l'aménagement des sols pour accroître le rendement. Toute la pertinence donc d'une formation qui s'est déroulée à Tapamé à l'endroit des techniciens agricoles sur l'élaboration de schémas d'aménagement de bas-fonds. On en parlera dans nos prochaines éditions. Et nous restons avec Sylvain Aboudou, notre correspondant dans la région des Plateaux, pour évoquer les feux de brousse qui, chaque année, occasionnent d'importants dégâts, voire des drames. La sensibilisation continue à l'endroit des communautés invitées à effectivement jouer leur partition. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a lancé hier la campagne nationale annuelle pour la cause. C'était à Gléy, dans la préfecture de Logou. Des hectares de forêts et de plantations sont envahis chaque année à cause des feux de brousse, phénomène souvent observé en saison sèche. Le gouvernement lance donc cette campagne de lutte contre les feux de végétation pour plus de veille de conscience et attirer l'attention des communautés pour les inciter à un changement de comportement. Ceci dans la perspective de contribuer à une gestion durable de l'environnement et des ressources forestières tout en préservant les cultures et améliorer la sécurité alimentaire. Notre action, c'est de sensibiliser la population à traiter les pare-feux pour éviter que l'extension des feux accidentels ne vienne vraiment endommager leur récolte. Donc, ces pare-feux doivent être aussi faits de façon plus large, 8 mètres, 10 mètres, voire même 15 mètres. Et ces populations doivent entretenir autour de leur récolte, autour de leur plantation. Les feux de brousse sont devenus une pratique courante et extensive dans les communautés. Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, cette campagne ambitionne donc d'accroître la sensibilisation pour limiter les risques liés à ce fléau. Et pour y parvenir, il faut la réalisation des pare-feux. Si ces feux-là
ne sont pas contrôlés, ils provoquent la régression quand même des écosystèmes. C'est pour cela que nous sommes venus, on a pris attache avec le président du comité de lutte contre les feux de végétation, qui est venu nous montrer comment ils ont aménagé les pare-feux pour ne pas permettre l'extension de feux. Et il y a des dates qui sont fixées en fonction des régions. Ce sont eux qui sont notre relais sur le terrain. Dans cet élan de gestion participative des feux, une stratégie nationale de gestion des feux de végétation est élaborée par le Togo dans le contexte du programme de renforcement de capacité pour la gestion de l'environnement. Cette stratégie met l'accent sur la prévention et la lutte avec une forte implication des communautés à la base pour une meilleure gestion du couvert forestier. Et une autre campagne, mais ici on en dresse le bilan. La 3e campagne de vaccination contre le charbon bactéridien a apparu il y a quelques années dans la région septentrionale du Togo. Quel est l'état des lieux? On voit dans cette correspondance de Nestor Mouzou depuis Kara. Le Togo prépare sa 4e campagne de vaccination contre le charbon bactéridien. Cette maladie, encore appelée fièvre charbonneuse et qui attaque les animaux à sang chaud, sévit depuis 3 ans dans les régions Kara et Savane. Grâce à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des dispositions ont été prises pour la combattre. 3 campagnes de vaccination ont déjà eu lieu. Avant de lancer la 4e, les acteurs intervenant dans la lutte ont tenu une réunion bilan des 3 campagnes. Nous avons eu à avoir une couverture vaccinale de 80% au lieu de 70%. Donc, largement en dessus des attentes épidémiologiques prévues par la loi. L'effectif total des bovins est passé de 300 000 à 450 000 têtes de bovins. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un accroissement de 150 000 têtes de bovins suite aux actions menées dans le cadre de cette vaccination qui a permis de diminuer très sensiblement la prévalence qui était de 11% au début et aujourd'hui nous nous retrouvons à moins de 3%. La campagne passée, on n'a pas eu de nouveaux foyers sur le territoire national. Le Togo veut atteindre le taux de 90% de couverture vaccinale. Un seuil qui, selon les spécialistes, indique que le combat est sur une bonne voie pour l'éradication de la maladie. Pour parvenir à cet objectif, les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage misent aussi sur la sensibilisation des populations des zones concernées pour une forte mobilisation lors des campagnes de vaccination. C'est pourquoi, après la réunion bilan, elles ont déclenché la phase de sensibilisation. C'est par Pagoda que cette phase a commencé. La fièvre charbonneuse n'est pas seulement dangereuse que pour les animaux à sang chaud. Elle attaque aussi l'homme lorsque celui-ci manipule ou consomme les animaux qui en sont morts. Chez l'animal, la maladie se manifeste par un saignement anal et nasal, un ventre ballonné, une urine très foncée et une mort subite. Chez l'homme, on constate une éruption de boutons sur la peau, une douleur au ventre, du sang noir dans les selles et le rhume. Vendredi 1er décembre était la journée mondiale du sida. Les chiffres traduisant les résultats de la lutte contre la maladie sont encourageants, mais il faut prendre garde plutôt à ne pas briser la chaîne d'information aux nouvelles générations. ONU-SIDA, le Conseil national de lutte et autres partenaires explorent de nouvelles stratégies pour impliquer plus les jeunes dans ce combat. Hier matin, les affrontements étaient plutôt verbaux entre des jeunes du Togo et du Bénin. Dodo Waré. C'est une compétition de joutes verbales qui a réuni ici à l'université de Lomé des jeunes togolais et béninois autour des préoccupations liées au sida. Ces jeunes ont, à travers l'art oratoire, sensibilisé leurs pairs sur l'épidémie du VIH-Sida, la nécessité de connaître son statut sérologique et les traitements disponibles. De par leur aptitude à convaincre, les jeunes du Bénin remportent le prix des meilleurs en joutes verbales. Le message fort que nous avons pu transmettre est que chaque jeune a son rôle à jouer. Parce qu'en tant que jeunes, nous avons cette responsabilité-là. Et que nous sommes en fait les premières cibles, les premières personnes touchées par cette pandémie qu'est le VIH-Sida. Et directement, nous sommes les personnes qui doivent le plus s'investir dans
dans le processus de lutte contre le VIH-Sida. C'est donc une nouvelle forme de campagne qui implique les jeunes de la sous-région ouest africaine. La vision est de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030. Les jouteurs ont montré leur capacité à débattre ensemble, d'abord entre les équipes du Togo et entre le Togo et le Bénin, à défendre le point de vue à travers le thème, les différents thèmes de sida. Ça montre qu'on a une jeunesse sur laquelle on peut agir, et surtout ces jeunes sont membres de la société civile et c'est souvent eux qui vont sensibiliser les autres jeunes, et c'est rassurant et ça raffermit même la lutte contre le sida dans la sous-région. Comme on parle des questions de jeunes et de VIH, c'était de voir un peu comment eux-mêmes les jeunes perçoivent cette question de la lutte contre le VIH par leurs propres mots. Et c'est pour ça que nous avons soutenu cette activité en partenariat avec, en accompagnement du CNLS, mais en partenariat avec l'Université de Lomé, dont je salue l'effort parce qu'ils ont vraiment facilité la réalisation de cette activité. Donc pour eux, c'était vraiment important d'avoir, du point de vue des jeunes, comment eux-mêmes ils sentent la lutte contre le VIH, parce qu'on parle souvent de la prévention auprès des jeunes. C'était bien d'avoir leur ressentiment. Les efforts sont faits dans la lutte contre ce fléau. Cependant, les statistiques de l'ONU-SIDA révèlent de nouvelles infections chez les jeunes, surtout les filles, dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans. Ce qui amène les acteurs impliqués dans la lutte à réfléchir sur la nécessité de parler sexualité avec les jeunes, à évaluer les risques de perte de scolarité chez les jeunes infectés et à trouver les voies et moyens pour une large sensibilisation des jeunes dans la sous-région. S'appuyer sur l'accès relativement facile aujourd'hui à Internet pour aussi mieux lutter contre les IST et VIH-Sida. ONU-SIDA, Bureau du Togo et ses partenaires y ont aussi pensé. Et depuis plus d'une semaine, la plateforme www.unidschat.org, développée par une start-up togolaise, est active. Une cellule d'experts est mobilisée pour mieux faire connaître la maladie et ses mesures préventives à tout internaute qui s'y connecte. Comprenons mieux avec ce reportage de Serge Tastom et Nathalie Panegué. Devant leurs ordinateurs et smartphones, ils sont connectés au monde. Chacun collecte les inquiétudes des internautes en ligne et aussitôt des solutions sont trouvées par l'équipe en place. Nous sommes ici dans le contexte de la campagne digitale de lutte contre le VIH-Sida édition 2017. Avec l'ONU-SIDA, le PNLS et le CNLS, la structure Dashmake se lance dans une dynamique de participer à la réduction du taux de la maladie au sein des communautés. Étant donné que la plupart des jeunes aujourd'hui sont connectés sur les réseaux sociaux, nous avons fait une communication en amont pour les informer de la procédure sur la sensibilisation cette année. Nous avons mis en place un système qui permettra en fait de rebalancer les réponses des experts sur les réseaux sociaux où tout le monde peut avoir accès. En liaison avec les internautes, les inquiétudes s'articulent autour de plusieurs interrogations. On a constaté qu'il y a beaucoup de questions que les jeunes se posent. Est-ce que le VIH, bien le sida existe encore? Est-ce qu'il y a les moyens de prévention? Est-ce que les tradithérapeutes, par exemple, peuvent guérir le sida? Est-ce qu'il y a vraiment un vaccin? Aujourd'hui, l'État a pris toutes les dispositions possibles. On a déjà les médicaments, les ARV, qui sont gratuits. Nous avons plus de 900 structures sur toute l'étendue du territoire qui permettent aux uns ou aux autres de connaître leur statut sérologique. Le grand pas que nous devons franchir maintenant, c'est d'éliminer le VIH d'ici 2030 comme objectif que l'ONU-SIDA s'est fixé. Aujourd'hui, tout jeune dans toute maison a au moins un téléphone portable, a accès à la connexion. Nous avons les WhatsApp, les Facebook, les Twitter. Nous voulons passer par ce canal-là pour atteindre le maximum de jeunes possible afin qu'ils puissent avoir les bonnes informations. C'est depuis 1988 que la communauté internationale a institué la journée consacrée à la sensibilisation contre la pandémie du sida. Journée célébrée tous les 1er décembre. La structure Dashmake, s'alignant dans ce contexte, vient permettre aux internautes de mieux s'approprier les informations liées aux IST VIH-Sida. Pour participer à cette campagne digitale, il suffit de s'inscrire en suivant le lien www.unidschat.org.
Et c'était la fête ce week-end dans la Bina, la fête traditionnelle Singarine. Le ministre Lorenzo, en charge de la culture, y a représenté le chef de l'État. Partageons les joies de ces populations avec Nestor Mouzou dans ce sujet. Apothéose de Singarine à Pagouda, un événement annuel des populations de la Bina. Dans cette préfecture, lorsque le lithophone retentit, il annonce Singarine. Des cérémonies rituelles sont alors faites à travers les cantons. Même si tous les autres aspects de ces cérémonies ne sont pas présentés à l'apothéose, les danses folkloriques, elles autres, sont déroulées à satiété. Singarine est une fête à deux composantes. Elle se réfère à l'initiation du jeûne de la Bina. Elle est aussi considérée comme fête des moissons. Dans l'Antiquité, le Kabien était en perpétuelle lutte pour sécuriser son territoire. Compte tenu des attaques de toutes sortes, la guerre des Almoravides, les razzias des Bariba qui semaient la terreur et la désolation sur leur passage, nos aïeux ont mis sur place des cérémonies initiatiques au cours desquelles on initie le jeune Kabien aux techniques de combat pour se défendre sa communauté et contre aussi les animaux féroces. Le jeune est initié entre 18 et 20 ans. Et au cours de ces cérémonies, le jeune est purifié. Et une fois étant purifié, on lui donne des conseils psychologiques, ce qui galvanise sa force sur le front de combat. Singarine est également une fête de moisson et de retrouvailles, au cours de laquelle les filles, les fils, la diaspora se retrouvent ensemble pour déguster des fruits des nouvelles récoltes. Les populations de la Bina célèbrent Singarine depuis longtemps, mais dans sa forme actuelle, elle est à sa 30e édition. Le représentant du chef de l'État, le ministre en charge de la culture, félicite les natifs de la Bina pour leur mobilisation autour de cette fête. La mobilisation de ce jour démontre l'importance que revêt à vos yeux la célébration de cette fête traditionnelle. En effet, Singarine symbolise votre volonté de sauvegarder votre patrimoine culturel. C'est également un repère identitaire qui vous permet d'exprimer votre adhésion à des valeurs culturelles communes. Ce savoir-faire que vous avez su sauvegarder et pérenniser au fil des années est l'illustration de votre attachement aux valeurs traditionnelles. Il traduit également votre capacité à les promouvoir. Ceci démontre votre totale adhésion à la politique de revalorisation du patrimoine culturel prônée par le chef de l'État. Cette 30e édition de Singarine a été placée sous le thème « Œuvrons pour la paix, l'unité et le développement de la préfecture », thème que le ministre de la Culture a qualifié comme étant d'actualité. La paix et le vivre ensemble sont sérieusement éprouvés ces derniers mois dans notre pays. C'est pour cela que le chef de l'État accorde une importance capitale au dialogue qui va s'ouvrir bientôt entre les acteurs politiques. Ce dialogue, le chef de l'État le veut sincère, inclusif et sans préalable, et dans le respect mutuel entre les filles et les fils de ce pays, notre pays, le Togo. Le chef de l'État et le gouvernement restent attachés à la liberté d'expression, de manifestation et à toutes les formes de liberté qui s'exercent dans un esprit de fraternité et de l'égalité. C'est à cette condition que nous pouvons léguer à nos enfants un pays stable et prospère. Tous les fils et filles de toutes les régions, préfectures, villes, villages et hameaux du Togo doivent s'associer à cette dynamique. Le public a été émerveillé par la prestation des groupes folkloriques.
Les organisateurs de cette édition ont formulé le vœu que tous ces groupes soient au rendez-vous de la prochaine édition. C'est Farndé dans le canton de Lamadessi qui va accueillir Sengarn 2018 pour reprendre le système de rotation qui avait été instauré par le passé. Et prenons des nouvelles de la foire internationale de Lomé, ouverte il y a aujourd'hui 9 jours. Et comme son nom l'indique, c'est une foire qui s'ouvre à l'international et accueille ainsi les pays étrangers désireux de faire connaître leurs produits sur le territoire togolais. Ainsi, à cette 14e édition de la foire de Lomé, 15 pays étrangers sont présents avec leurs différents produits et dans la perspective évidente de nouer des partenariats d'affaires. Allons donc à la découverte de ces pays dans ce dossier de Clarisse Atiké. Avec une forte représentativité, des pays étrangers honorent chaque année le rendez-vous annuel de commerce, de partenariat et d'affaires qu'est la Foire internationale de Lomé. À cette 14e édition, 15 pays étrangers ont répondu présents, dont une soixantaine vient d'Afrique. Moi, je viens du Burkina Faso. Avec les produits du Burkina Faso, les pains tissés, il y a des chemises en faso d'Anfani, on a les nappes de table, on a les couvertures, mais au Bénin, ici, on appelle ça lopo. Donc c'est ce qu'on a amené pour les Togolais. Au Togo, on appelle ça lopo. Nous avons amené des nu-pieds en cure, c'est-à-dire les nu-pieds qui ont été travaillés par les Touaregs maliens, les véritables cubes, c'est-à-dire des nouveautés, des créations. Des nu-pieds VIP pour les enfants, pour les hommes et puis pour les dames. Et chaque année, on est ici dans le pavillon Mono, centre Bamako riche. Nous invitons massivement la population togolaise, les grossistes et les détaillants de venir ramasser nos produits en gros. En face, la société HFO. Les produits, c'est des chaussures cuir. Et on a aussi les habits aussi. De Maroc, on a participé plusieurs fois et on voit que les gens s'intéressent à nos produits. Le Bénin, le Ghana, le Sénégal, l'Égypte et la Guinée sont également représentés. L'Asie aussi a marqué sa présence avec l'Iran, le Pakistan, les Philippines et l'Inde. Du côté de l'Europe, la France, la Belgique et l'Italie sont également représentés à cette 14e foire internationale de Lomé. Le Centre togolais des expositions et foires, CETEF, met donc tout en œuvre pour inciter ces pays à participer chaque année à cette fête foraine et économique. On leur facilite l'entrée au niveau du visa. Donc il suffit qu'ils aient une lettre d'invitation de notre part et nous avons avec le ministère de la Sécurité, oui, la possibilité de leur offrir le visa dès leur entrée à l'aéroport. Nous avons également travaillé avec OTR et qui permet également à ce que les taux de douane qui payent et sur les produits qui nous amènent sont réduits pratiquement et de 50%. Ils ont amené des produits divers. Il y a des produits nationaux, c'est-à-dire de leur pays, et donc ce qui mène de la diversité sur les différentes productions qui sont sur la foire. Et donc à travers ces produits, c'est également leur culture qui nous amène et qu'ils échangent avec nous. Et donc c'est un brassage au plan culturel aussi et qui se produit lorsque vous avez des étrangers, en fait des exposants étrangers qui participent à la foire. Au total, 800 exposants sont enregistrés avec 140 qui viennent d'ailleurs. Véritable outil d'intégration et de brassage culturel, la Foire internationale de Lomé reste et demeure une occasion privilégiée pour toutes les parties prenantes de faire de bonnes affaires et de nouer des partenariats commerciaux. Et quand on joint l'utile à l'utile, cela donne des volontaires nationaux et internationaux prêts à agir ici et partout, faire du jogging en ramassant au même moment les déchets plastiques le long de leur parcours, des déchets qui seront offerts à des structures de recyclage. C'est Eco-Jogging qui marque ainsi l'édition 2017 de la Journée internationale des volontaires. Joignons-nous aussi à la course avec Serge Tastom et Augustin Kossi. Une activité sportive qui a tout son sens d'être, l'éco-jogging. Ce sport consiste à faire de la course tout en portant un regard sur la protection de l'environnement. Ici, ce sont les volontaires nationaux et internationaux réunis autour de l'Agence nationale du volontariat au Togo NVT qui ont mené cette activité sportive et de salubrité. Les déchets plastiques, selon les scientifiques, ça fait 400 ans sur la Terre sans se décomposer, puis cela peut provoquer des dégâts très graves vis-à-vis de la génération future, nous-mêmes, et puis de la génération future. Donc c'est pourquoi on est vraiment motivé ce matin
sensibiliser les autres jeunes et puis que ça soit un devoir de quotidien. Cette idée, elle vient d'un jeune volontaire togolais qui a fait un volontariat international en France. Donc pour nous, c'est une fierté que ce soit un volontaire international qui est parti affronter d'autres cultures, une autre façon de faire, une autre façon d'organisation, qui revient ici avec des idées, qui est en train de les promouvoir. L'éco-jogging de l'ANVT répond ainsi à l'opération Togo propre de tous les premiers samedis du mois. Il cadre aussi avec les activités marquant la journée internationale des volontaires célébrée le 5 décembre de chaque année. C'est le travail des volontaires qui mobilisent le monde aussi autour des questions essentielles, dont la question de l'environnement qui est une question importante ces dernières années. C'est ça qu'on a voulu célébrer et c'est cette action qu'on est en train de faire en le faisant, en disant à la population que chaque personne d'entre nous vivant dans une ville n'avons pas le droit d'attendre que quelqu'un vienne agir. Nous tous, nous avons la responsabilité d'agir. Les volontaires, premiers à agir ici et partout. C'est le thème retenu pour marquer l'édition 2017. Cette activité qui vient en prélude à la journée sera accompagnée d'autres, notamment des émissions radio et télévision pour donner une visibilité au travail du volontaire. Et c'est avec cet esprit d'engagement pour la bonne cause qu'on finit ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur la TVT et une excellente nouvelle semaine. À très bientôt.